sur Télé 50 et nulle part ailleurs. Agression rwandaise. Un deuxième groupe des soldats kenyans de la force régionale est-africaine est arrivé mercredi à Goma. Ces soldats promettent de protéger et défendre l'aéroport international de Goma. Et puis nous irons aux États-Unis. Scrutin de mi-mandat. Les républicains prennent le contrôle de la Chambre des représentants. L'opposition s'octroie ainsi un pouvoir de déblocage s'octroie le pouvoir de blocage de la politique de Joe Biden jusqu'en 2024. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous sur Télé 50. Agression rwandaise, aucun rebelle ne prendra la ville de Goma. Nous sommes là pour protéger et défendre l'aéroport international de Goma. En attendant le processus de Nairobi, c'est ce qu'a déclaré le commandant de la force régionale de l'EAC, le Kenyan Jeff Nyanga, mercredi en conférence de presse à Kinshasa, après l'arrivée à Goma justement du deuxième groupe des militaires dans le cadre de la force régionale est-africaine. Un deuxième groupe des soldats kenyans atterrit à Goma pendant que l'armée rwandaise continue l'offensive sous couvert de M23 à Kibumba. Personne ne prendra Goma. Nous sommes ici pour protéger la ville et l'aéroport, déclare le général kenyan Jeff Nyaga, commandant de la force qui doit aussi comprendre des soldats burundais, ougandais et sud-soudanais. Dans les chefs de la population, doit-on noter que cette dernière réitère sa confiance au FARDC en ce moment que les forces loyalistes contiennent la force de l'ennemi à Kibumba depuis un moment. Les Congolais disent soutenir leur armée et ne sont prêts à admettre aucune manigance allant dans le sens de mettre en mal l'intégrité territoriale. Signalant que le 10 novembre, le Parlement kenyan avait autorisé les déploiements d'environ 900 soldats dans le cadre de cette force régionale. J'espère qu'avec votre arrivée, beaucoup de choses vont changer et nous allons évoluer dans une mission offensive afin de ramener la paix dans notre pays, la RDC, avec comme priorité le M23 et cette agression rwandaise. La communauté internationale joue-t-elle franc jeu dans la guerre d'agression en République démocratique du Congo? Pourquoi soumettre un État souverain à un régime de notification pour acheter les armes malgré les efforts diplomatiques de la RDC et la bonne foi du gouvernement? Le Rwanda et l'Ouganda continuent à armer impunément les terroristes du M23. L'heure est à l'éveil patriotique des Congolais. Suivez ce dossier de la rédaction de Télé 50 signé Jean-David Kilo. Après les balais diplomatiques constatés à Kinshasa, plusieurs questions est celle de savoir que cache la position de la communauté internationale ou soit l'hypocrisie de la France, des États-Unis d'Amérique en imposant à la République démocratique du Congo les régimes de notification. Quand on sait que le Rwanda, l'Ouganda sont sophistiquement armés en appuyant les M23 qui déstabilisent l'Est de la RDC. La vérité est que, entre ces guerres, les multinationales, le Rwanda, savent quand et où s'engager afin de créer une instabilité, pas seulement dans l'Est cette fois-là, dans l'Ouest. Kigali, Kampala, ruse et sème son adversaire et Kinshasa devenu depuis quelque temps comme une cité assiégée. Autant de signes avant-coureurs montrant à tout prix la communauté internationale veut les mietter. Dans le contexte géopolitique actuel de la guerre en Ukraine, où beaucoup de pays africains sont en train de s'affranchir de la tutelle occidentale pour basculer dans l'orbite sino-russe, et dans ce même contexte géopolitique où le régime de Kinshasa a commencé à flirter publiquement avec Moscou, il y a fort à parier que les puissances atlantistes qui ont d'ailleurs invité Paul Kagame à la rencontre G20 en Indonésie aient pu avoir lever l'option de porter la guerre à Kinshasa. Comme vous le savez, en septembre dernier, j'avais réuni les présidents Kagame et Tshisekedi en marge de l'Assemblée générale sur ce sujet. J'ai reparlé à l'un et à l'autre ces derniers jours et j'ai également parlé au président Ruto, et je remercie ce dernier pour sa mobilisation et son engagement. Il y a
je crois, un chemin possible, engageant la région sur la base du processus de Nairobi que nous soutenons. Et donc ce que nous sommes en train de faire, c'est en lien étroit avec les Nations Unies et sous l'égide de ces derniers, de permettre le déploiement de forces régionales à grande composante à court terme kenyanes, mais plusieurs puissances de la région ont aussi marqué leur disponibilité pour pouvoir stabiliser plusieurs villes, en particulier Bunagana et quelques autres. Pour imposer de nouveaux acteurs politiques plus soumis aux jeux impérialistes. Dans ces conditions, ils sont en train de mettre tout en œuvre pour déstabiliser pas seulement Goma, mais toute la République démocratique du Congo. Aux forces de la République démocratique du Congo de pouvoir se réveiller. La guerre autour de Goma pourrait être juste une ruse ou une diversion. Et l'armée congolaise qui est en train d'envoyer tous ses renforts et réservistes à l'Est risque d'être prise au piège par le réveil des cellules dormantes postées dans et autour de la capitale congolaise. L'opposant congolais et président de l'ESID était devant la presse nationale et internationale pour fixer l'opinion sur la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est du pays. Martin Fayulu dit s'opposer farouchement au processus de Nairobi et à l'adhésion de la RDC à l'EAC avant de dire non à tout dialogue avec le M23. Nous disons que la paix se gagne par les combats, non pas une trêve. Nous voulons une paix durable et définitive. Toute paix qui viendrait en dehors de l'implication de notre peuple et de nos forces armées ne pourra être qu'une paix de façade, comme ce fut le cas avec le CNDP et le M23-1. Le processus de Nairobi obéit au même modus operandi. C'est donc du déjà vu et nous n'en voulons pas. On ne peut pas demander à la RDC de dialoguer avec le M23, encore qu'ils ne sont pas congolais, pendant que le Rwanda refuse de dialoguer avec les FDLR et l'Ouganda avec les ADF. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit formellement condamner le Rwanda et l'Ouganda et leur demander de retirer leurs troupes de la RDC. Cette agression est en effet une violation grave de la Charte des Nations Unies. Il faut en outre trouver une solution immédiate dans le sens d'éloigner les FDLR et les ADF de la RDC. Il faut enfin mettre un terme au mandat actuel de la MONUSCO et la remplacer par une nouvelle mission qu'on appellerait ONU RDC. Opération des Nations Unies en RDC, avec un mandat offensif de rétablissement de la paix et de maintien de l'intégrité territoriale de la RDC. L'appel à la mobilisation générale du président de la République afin de vaincre la guerre injuste imposée par le Rwanda est adopté au Parti Rassemblement démocratique pour la République. Son président national soutient l'option militaire initiée par le chef de l'État et appelle à l'unité des politiques pour mettre en déroute l'ennemi. La récente sortie médiatique du président de la République, Félix Tshisekedi, en rapport avec l'agression rwandaise dont des victimes la population de l'Est du pays, n'a pas laissé indifférent le parti politique Rassemblement démocratique pour la République. Favorable à l'option militaire amorcée sur terrain, son président national exhorte les leaders politiques ainsi que la population à se ranger derrière le chef de l'État et les FARDC. Je salue la mémoire des compatriotes qui sont tombés dans cette guerre injuste. Ensemble, nous allons vaincre l'ennemi. J'invite donc les rassemblements politiques, à savoir l'AMOUKA, Ensemble pour la République, ESID, RDR et autres, à soutenir la vision du chef de l'État. Ce combat n'est pas son combat à lui, mais c'est celui de tout Congolais, parce que la RDC est notre patrimoine commun. D'abord la paix et les divergences trouveront solution entre nous après. S'opposant à toute forme de négociation avec les forces du mal, le RDR, ancré à la vision de son fondateur, Bernardin Munguldiaka, appelle à un enrôlement massif des jeunes du parti afin de participer à l'effort de guerre.
Le dialogue n'est pas mauvais, mais avant cela, il est important d'identifier l'interlocuteur. L'option du dialogue serait opportune au moment où les forces négatives auront quitté le territoire national. Pour l'heure, que les FARDC poursuivent leur offensive. J'en appelle à la conscience et à la vigilance de toutes les forces vives de la nation. Réagissant sur l'organisation des élections de 2023, le président du RDR estime que celle-ci ne serait pas à l'ordre du jour tant que la paix ne serait pas retrouvée dans la partie est du pays. Autre chose à présent, le président du Sénat, Modeste Bati Lukwebo, a reçu dans son cabinet de travail une importante délégation de la société civile du Sud Kivu en séjour à Kinshasa. Ils ont expliqué au speaker de la Chambre haute du Parlement la mégestion qui prévaut dans leur province tout en exigeant la publication du rapport de l'IGF. Cette délégation a échangé avec les speakers de la Chambre haute du Parlement sur leur province de Sud Kivu qui traverse selon eux une situation chaotique caractérisée par une mégestion criante. Les hôtes de Modeste Bahati Lukwebo ont par ailleurs demandé que les rapports de l'IGF sur la gestion de leur province soient rendus publics afin que le coupable soit déféré devant la justice. Nous en avons profité pour parler de la situation critique qui prévaut dans notre province entre le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale. Il y a des conflits très sérieux qui menacent le développement de notre province. Il y a eu des rapports qui ont été publiés d'une manière officieuse par l'IGF et nous avons voulu qu'ils s'impliquent davantage pour que la population du Sud Kivu puisse savoir la vérité. Y a-t-il eu détournement ou pas? Et si détournement il y en a eu, que justice puisse être faite. La délégation de la société civile du Sud Kivu a également informé les présidents du Sénat de la dégradation des routes dans cette partie du pays, tout en sollicitant son implication en tant que digne fils de la province pour que cette situation soit prise en compte dans le budget 2023. Notons que cette délégation de la société civile a également abordé avec les présidents du Sénat des questions liées aux réformes foncières pour la mise en place d'une nouvelle loi foncière en vue de réguler le conflit foncier dans ces coins du pays. Revision du fichier électoral sur les 29 700 kits d'identification et d'enrôlement des électeurs attendus à Kinshasa. 10 000 sont déjà prêts à être expédiés dans la capitale congolaise. La confirmation est du président de la CENI, Denis Kadima, à l'issue d'une visite à l'entrepôt de Miru System. Depuis Séoul, le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Denis Kadima Kazadi, a visité jeudi 10 novembre l'entrepôt des Miru Systems situé à l'aéroport de la capitale sud-coréenne où sont stockés 10 000 kits prêts à être expédiés au Congo. À l'issue de cette visite, le président Denis Kadima Kazadi n'a pas caché sa satisfaction. Je suis agréablement surpris et satisfait. Surpris parce que c'était une tâche, c'était pas évident. Vous savez, le temps était très limité. C'est en juillet que Miru a gagné un processus compétitif d'appel d'offres et ils ont promis qu'ils avaient la technologie et le savoir-faire pour produire ces kits et tout ce qu'il y a comme matériel connexe. Ils ont promis de le faire à temps. Donc chaque jour qui passe, nous allons vers l'avant et ça se passe très bien. Le gros du travail, c'est ce qui est derrière moi. Nous sommes vraiment en voie d'être prêts et le gros a été fait. Effectivement, la promesse que nous avons faite à la nation sera accomplie. Nous aurons effectivement des élections. Denis Kadima a énuméré certaines innovations que contient ce nouveau dispositif d'enregistrement des électeurs, qui sont notamment la miniaturisation des kits. Par ailleurs, le président de la CENI a rassuré que son institution est maintenant en voie de lancer l'identification et l'enrôlement des électeurs au mois de décembre. Mais avant de s'y rendre à l'entrepôt, le président de la CENI a tenu à visiter l'équipe de la CENI en formation dans les ateliers des Miru Systems. Il a pu se rendre compte de la qualité de la formation dispensée et échanger avec les participants qui sont des agents et cadres de la CENI.
Parlons en justice à présent. Dossier Octavia, contentieux opposant NB Mining et MCK. La justice congolaise vient d'ordonner la saisie de l'immeuble abritant l'Ecobank. La société Octavia exigerait 5 millions de dollars américains comme dommages et intérêts à la banque. Plus de détails dans cet élément. La police nationale congolaise a quadrillé le vendredi dernier le siège de la banque Ecobank et les personnels étaient invités à quitter les installations tandis que divers biens étaient saisis. Voitures, ordinateurs, conformément à l'ordonnance du 22 octobre 2022, prise en bonne et due forme par les tribunaux des commerces de Kinshasa compétents à la matière. Et ce mercredi matin, le bâtiment même du siège Ecobank situé au numéro 2 Kassavubu, croisement du boulevard du 30 juin, qui est saisi dans le même cadre. La banque n'est plus maîtresse de ses murs et même si les employés sont présents, ainsi que les agences locales demeurent actifs. Il convient de comprendre que la banque doit rendre plus de 5 millions de dollars américains à NB Mining Africa, société de droit congolais appartenant à Pascal Beveragui, avant de pouvoir récupérer le bien saisi. Dans les cas contraires, ceux-ci seront alors convertis en propriété de NB Mining Africa. Pour rappel, le directeur général à l'époque de la spoliation, Jean-Baptiste Siaté, serait recherché par les magistrats du parquet général de Gombe depuis le mois de mai, bien avant l'organisation de sa mise en pension. Donc au regard d'indices graves d'abus de confiance et de détournement des fonds. La justice congolaise n'agit pas dans la légèreté et l'état de droit prévaut. La cour d'appel de Kinshasa, dans son arrêt du mois de mars, dit clairement recevable et fondée l'action originaire de la société Octavia Limited, nul les saisies, attribution des créances pratiques en date du 23 septembre et 2 octobre 2020 par l'intimée Société Australia Investment. En matière de justice, il est prévu que qui paye mal paye deux fois. Les sommes détournées doivent être restituées, disent les juges, sans jambage et possible contradiction, à charge à ceux qui se sont fait berner ou pire, rendus complices de récupérer ensuite auprès de MCK SARL, bénéficiaires, l'ensemble de montants spoliés. Les sommes illégalement presque, mais cet argent est depuis disparu. En dehors de nos frontières, pour finir, après le scrutin de mi-mandat aux États-Unis, les républicains ont finalement obtenu les 218 sièges requis pour jouir d'une majorité à la Chambre des représentants. Le Parti conservateur pourra désormais bloquer les politiques de Joe Biden et mener des commissions d'enquête parlementaire, et ce, pour au moins les 2 prochaines années. Après avoir échoué à s'emparer du Sénat, c'est désormais officiel, la Chambre des représentants sera contrôlée par les partis républicains. Il aurait fallu attendre une semaine après les jours des élections des demi-mandats, mais ce qui était attendu devient finalement une certitude. En se faisant réélire dans le 27e district de Californie, Mike Garcia apporte à son parti les 218e sièges décisifs pour la majorité. Cela limite régulièrement la marge des manœuvres et c'est là aiguise les ambitions de l'opposition. Kevin McCarthy, autre représentant de Californie, s'en est rendu compte lors d'un premier vote mardi. Il a réussi à rester leader de son parti à la Chambre basse, mais il a dû faire face à la concurrence d'un candidat plus radical que lui, représentant de la frange la plus trompiste du parti. Il devra donc batailler et convaincre les membres de son propre groupe pour qu'il lui permette d'atteindre début janvier les postes dont il rêve depuis des années, celui des speakers, des représentants de la Chambre. Les divisions sont un peu les mêmes au Sénat qui reste lui sous contrôle démocrate. L'indéboulonnable chef du groupe républicain, Mitch McConnell, a été réélu, mais a dû pour la première fois faire face à une adversité en interne. La frange trompiste et l'ancien président lui-même l'accuse d'être responsable des résultats décevants de ces élections de mi-mandat pour les républicains, chez qui les couteaux sont tirés. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Agression rwandaise à un 2e groupe des soldats kenyans de la force régionale est-africaine est arrivé mercredi à Goma. Ces soldats promettent de protéger et défendre l'aéroport international de Goma. Scrutin de mi-mandat aux États-Unis, les républicains prennent le contrôle de la Chambre des représentants. L'opposition s'octroie ainsi un pouvoir de blocage de la politique de Joe Biden jusqu'en 2024.
C'était l'essentiel de l'actualité. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant. L'autre rendez-vous de l'actualité, c'est la revue de presse dans une sélection et présentation signée Bédrine Kenge. Bienvenue. Merci, grâce à Lambo. Alors, à la une de votre revue de presse, l'agression rwandaise. Tout à fait, grâce. Ce sujet est sur toutes les lèvres depuis plusieurs mois déjà. Le journal Le Potentiel a mentionné à sa une agression rwandaise dans l'Est, Nairobi 3, le round de la réaffirmation de la souveraineté de la RDC. Pour le quotidien, ce grand rendez-vous ne devrait en aucun cas affaiblir la détermination congolaise face à l'ennemi, identifié clairement le régime de Kigali et ses lobbying. Par contre, Martin Fayoulou, repris par Forum des As, s'oppose catégoriquement à la poursuite des pourparlers de Nairobi entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23 pour le leader de l'AMUCA. Ces assises sont un processus de validation de nouvelles frontières des territoires conquis en RDC par le Rwanda. Et s'agissant toujours de ces négociations au Kenya, la prospérité s'interroge de son côté si le président de la République, Félix Tshisekedi, va céder face au dialogue avec le M23, avec la pression exercée jusque-là par la dynamique internationale. Concernant ce dialogue avec ces terroristes, à quel jeu joue finalement la force régionale dépêchée par le Kenya au Nord Kivu? Cette mission suscite inquiétude et suspicion alors que certains territoires sont toujours occupés par l'ennemi et Kinshasa croyait à une mission offensive. Malheureusement, la force de l'EAC a emboîté les pas à la MONUSCO et a lâché que l'option militaire n'est pas prioritaire. Pour l'avenir, si le président de la République va finalement céder, conclut le confrère, l'avenir nous le dira. Et pendant ce temps, Olenga Nkoy exhorte Félix Tshisekedi d'entreprendre des consultations politiques en interne en lieu et place de privilégier celle de l'étranger. Nous signale cette fois-ci le groupe L'Avenir avec la seule option, la consolidation de l'unité et la cohésion nationale. Si sur le plan diplomatique, la solution tarde à venir, d'autres Congolais estiment qu'il faudra privilégier la force, mais à condition que le Parlement congolais, le Conseil de ministres, les conseils supérieurs de la défense autorise pour que la RDC déclare effectivement la guerre au Rwanda, indique Jacques Njoli, député national et ancien officier sous le président Mobutu, cité par Le Monitor. Et puis plusieurs rumeurs ont circulé suite à la non-participation du coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba au pourparlers de Nairobi. Tout à fait. Certaines personnes ont cru que Claude Ibalanki était assigné à résidence surveillée suite à l'affaire fuite d'images confidentielles à la présidence de la République. Info.cd a réussi d'arracher la réaction du numéro 1 du MNS où il a mis fin à la spéculation. Le Phare, pour sa part, précise que le coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba est non concerné à cette question. Et en croire le rédacteur de l'article, Claude Ibalanki continue de travailler dans son bureau tout ce jour. Réservé des natures, ce coordonnateur a souligné qu'il reste, comme tout Congolais, concentré à la réflexion stratégique sur la solution à l'insécurité dans l'Est du pays. Et puis ce titre en sport pour boucler votre revue de presse, Bédrine, Coupe d'Afrique des Nations de handball, Sénégal, l'aventure s'est arrêtée en quart de finale pour les Léopards dames. Malheureusement, Salambo, la course au titre s'est arrêtée là pour les Léopards dames seniors de la RDC qui participaient donc à la Coupe d'Afrique des Nations handball depuis le 9 novembre dernier à Dakar au Sénégal. En effet, les Congolaises ont été éliminées en quart de finale de cette 25e édition en s'inclinant de justesse devant les Lions indomptables du Cameroun 23-22 dans un match à suspense jusqu'à la fin hier mercredi. Selon les sites d'infos sportives Cumular.cd, elles avaient tout donné, mais rattrapées par un début de match catastrophique. Espérons qu'à la prochaine occasion, les Léopards dames seniors se serviront de cette expérience pour faire mieux ou arracher la coupe. Vous l'avez dit, Bédrine, espérons. Tout à fait. C'est l'essentiel de votre revue de presse. Merci. Merci à vous autant. Merci également à vous de nous avoir suivis et restés fidèles au programme de Télé 50. L'info est en continu au www.télé50.tv.
l'actualité reste incontinue.